Alors vous avez bien remarqué ce soir, hein, on a nos instances, enfin on a des personnes qui représentent nos instances aussi bien sur la région niçoise, donc avec Sylvie Roule qui est la présidente de la commission administrative de l'Ordre des experts comptables, qu'au niveau marseillais, puisqu'on a donc Lionel Canissi qui est le président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables, mais également donc à Paris au niveau national, puisqu'on a donc deux élus du conseil sud ce soir, donc Hervé et Frédéric. Alors, on va peut-être vous laisser vous présenter. On vous laisse la main pour parler un petit peu du rôle donc, des instances que vous représentez ce soir, leur fonctionnement. Et puis, forcément, on va commencer par les dames. Hein. Donc, Sylvie. Bonjour, donc, je suis Sylvie Roule, expert comptable à Nice. Donc, je suis, comme Lionel, élue au conseil régional, puisque le conseil régional représente l'ensemble des départements de PACA. Et nous avons une petite particularité qui est que sur Nice et les Alpes-Maritimes, nous avons une commission administrative qui est, on va faire un raccourci saisissant, mais tu n'en voudras pas, Lionel, un mini-conseil avec un petit peu de régalien, mais pas trop, puisque tout le régalien est géré sur Marseille. Nous, on ne fait que préparer les dossiers pour qu'ensuite le conseil régional puisse statuer. Donc toutes les décisions régaliennes sont prises en conseil PACA. Je vais prendre un petit peu la main sur nos activités, donc aussi bien au niveau local que régional. On a un gros rôle de partenariat et de représentation économique au niveau des acteurs de la société civile et économique, c'est-à-dire que déjà nous participons aussi bien dans les Alpes-Maritimes que sur les Bouches-du-Rhône aux CODEFI, qui sont des réunions du comité départemental et régional si ça se passe à Nice ou à Marseille, des finances publiques avec le préfet, où nous évoquons toute la situation économique du département ou de la région, et où nous avons un rôle assez particulier puisque nous sommes un peu un vecteur d'information et au cœur de l'information puisque nous avons la chance d'avoir des indicateurs statistiques à travers le conseil régional qui nous permettent d'apporter notre grain de sel au débat économique à ce moment-là, sachant qu'on est en relation dans ce genre de manifestation avec toutes les représentations de l'État, financière et le préfet, mais également le monde économique avec les chambres de commerce, l'union patronale, les différentes fédérations du bâtiment. Donc vous voyez qu'on a un rôle très particulier. On a aussi la Banque de France qui nous permet d'avoir des relations privilégiées avec eux et d'être sollicités dans leur cadre de réunion sur les tiers d'activité. Et nous travaillons énormément avec la CCI également, puisque sur les Alpes-Maritimes, la commission administrative a un rôle de conseiller technique au niveau de la CCI et nous participons à leur assemblée générale, ce qui nous permet effectivement d'échanger et de voir un peu toutes les actions qui peuvent être mises en œuvre dans le département. Nous avons aussi un rôle vis-à-vis de la DDFI puisque nous sommes des vecteurs d'information. Chaque fois qu'on a des difficultés ou chaque fois que l'administration fiscale veut passer des messages, elle le peut aisément à travers nos circuits d'information qui sont plutôt appréciés. Et nous intervenons aussi avec Pôle emploi pour expliquer ce qu'est le métier d'expert comptable, parce que souvent nous appelons comptable et pas expert comptable. Donc il faut savoir replacer les choses. Et aussi, nous intervenons pour la promotion du métier, avec une petite aide particulière du CGEC et de l'ANEX, puisque nous allons dans les lycées, les collèges et l'université pour présenter les métiers et inciter les étudiants à participer à notre filière, plus exactement nous rejoindre, parce qu'on aime bien avoir des diplômes, voilà, dans les accompagnements.
Ensuite, on a un rôle régalien donc, qui se fait plus sur Marseille. Donc, on gère le tableau. Donc, c'est toutes les inscriptions des experts comptables. On gère la DIP, c'est-à-dire toute la discipline, respect de la déontologie entre les confrères et les clients, les relations clients. On gère aussi, et sur ce point, je vais peut-être laisser la parole à un autre élu qui est dans la salle, sur l'exercice illégal, parce que vous verrez que le Conseil régional n'est pas sans action pour défendre la profession. Donc je vais demander à Marc de nous rejoindre et de s'exprimer pour vous expliquer tout le travail qu'on fait en matière d'exercice illégal. Merci Sylvie. Alors merci de me donner la parole. Alors effectivement, l'exercice illégal donc au niveau du CROEC PACA, donc c'est une des priorités. Ça a toujours été une priorité, mais un petit peu plus dans au cours de ces quelques années. Donc moi je m'occupe de cette commission depuis environ 3 ans. Donc la commission de l'exercice illégal, elle est là comme vous le savez pour lutter contre l'exercice illégal. Nous sommes au niveau des équipes, nous avons un permanent à Marseille et nous sommes assistés d'environ 8 élus, donc pour schématiser 4 élus, entre 2 et 3 élus sur le 06, un élu sur le 83-84 et ensuite les autres élus qui sont sur le 13. Donc toute cette équipe d'élus nous permet de lutter d'une façon assez efficace, dans la mesure où nous intervenons à travers bien sûr des signalements de vous-même, des confrères. On va revenir après sur les jeunes confrères. Une fois que ces signalements ont eu lieu, on en a entre 50 et 100 par an, donc c'est assez variable. Et une fois que ces signalements sont opérés, nous traitons, c'est-à-dire que nous lançons des enquêtes avec des enquêteurs privés et ensuite nous intervenons sur place en visite domiciliaire chez l'illégal avec les forces de l'ordre souvent quand les dossiers sont un petit peu délicats avec éventuellement un serrurier, les forces de l'ordre. Donc en général ça calme les choses et l'illégal nous ouvre donc toutes ces portes et tous ces fichiers informatiques et nous permettant donc de constater, puisqu'en général, quand nous intervenons en visite domiciliaire, l'exercice illégal est souvent constaté et justifié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous parvenons quand même à régulariser pas mal d'illégaux, c'est-à-dire que nous n'allons pas forcément en procédure judiciaire ou pénale. On essaie quand même de concilier, donc ça veut dire que la personne radie sa société, ou se salarie, le cas échéant, si on trouve un moyen de se salarier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, tous les illégaux ne souhaitent pas se régulariser de façon conciliante. Donc à ce moment-là, bien sûr, c'est l'action judiciaire qui se met en œuvre. Et effectivement, nous avons des résultats. Alors c'est variable d'année en année, mais cette année, par exemple, nous avons eu une décision qui est attendue. Donc je ne peux pas vous parler en détail puisque je n'ai pas eu le jugement, mais enfin... je sais que c'est un jugement qui nous a été très favorable sur tout non. Ce jugement est important parce que la typologie des illégaux, ce sont souvent des auto-entrepreneurs, des petites sociétés, donc des petites structures, souvent sans salariés, mais qui nous font du mal parce qu'ils gèrent en général une petite vingtaine de dossiers, donc à des tarifs qui sont des tarifs proches des nôtres, entre 120 et 150 euros de l'heure, par mois. Mais aussi, on se retrouve face à des grosses sociétés, des structures qu'on a toujours eu un petit peu de mal à attraper, et là, on a réussi à le faire. Donc je pense qu'on en parlera un petit peu plus et on communiquera, je pense, à ce sujet au cours de l'exercice 2020. Mais nous avons au moins 2 ou 3 dossiers donc de structures qui sont en général des structures para-informatiques, ou informatiques tout court, donc qui proposent bien entendu des services techniques. Mais bien entendu, derrière ce service technique, il y a de l'homme et un humain qui réalise et qui contrôle et qui réalise des travaux comptables. Donc on est clairement dans l'exercice illégal. Donc voilà. Donc c'est un petit peu compliqué à suivre et à faire condamner, mais on y arrive. Donc le message que je voulais passer là, puisqu'on a pas mal de jeunes confrères qui sont là aujourd'hui, c'est surtout de ne pas hésiter, si vous êtes en contact bien sûr avec un illégal, de nous le signaler tout simplement. Donc un mail sur le site comptaillégal.fr ou un mail à la commission administrative directement à Marseille. Le dossier sera ouvert et traité.
Voilà, donc il faut pas hésiter à nous les signaler. Faites très attention aussi à la couverture, puisque comme vous savez, la couverture est un acte interdit. Vous ne pouvez pas couvrir un illégal sous-traitant qui n'est pas salarié de votre cabinet. Donc, et si c'est le cas, c'est la discipline directement. Hein, donc on n'hésite pas à chercher, à amener des confrères en discipline dans ces cas de figure. Donc voilà, de façon très schématique, ce que je pouvais dire sur l'illégal. Cher Lionel et cher Sylvie. Merci Marc. Merci beaucoup. Merci Sylvie aussi pour l'intervention. Donc, le timing est serré, donc je vais donner la parole à Lionel Canesi, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être concis, puisque j'interviens après dans les autres parties, et laisser la parole à mes amis du Conseil Sup, et qui en a le plaisir d'avoir des sessions animées, sympathiques. Donc je vous laisserai en parler. On vous a présenté une partie qui est en fait la partie régalienne du Conseil régional. Alors que se passe à Marseille ou à Nice, franchement, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on soit proche de vous. C'est ça qui est le plus important. Et puis, il y a une autre partie du Conseil régional, moi, c'est celle que je porte depuis le début de la mandature, en fait, qui est l'expert comptable au cœur de l'économie. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience que notre profession est un acteur essentiel de l'économie. Nous sommes tous des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Et donc, il faut qu'on aille dans les médias, qu'on aille expliquer qui nous sommes, ce que nous apportons aux entreprises. On est dans un monde de communication et il est temps que la profession envahisse les médias. Là, aujourd'hui, on vient de passer une partie sur les retraites et malheureusement, notre profession n'a pas été assez présente parce que qui mieux qu'un expert comptable peut expliquer réellement la réforme, ses conséquences et faire des véritables propositions pragmatiques issues de notre expérience sur le terrain. Voilà, donc je pense que c'est un sujet important, l'expert comptable au cœur de l'économie. Il se divise en plusieurs parties. Une partie, se faire respecter, être capable de se faire respecter vis-à-vis à la fois des gouvernements et puis des administrations. Il est hors de question qu'on continue de courber les chines en permanence. On a une puissance extraordinaire, il faut juste qu'on en prenne conscience, il faut qu'on soit fier d'être expert comptable. Après, il y a une partie, chaque fois qu'il y a une loi qui va toucher l'économie, aujourd'hui, il faut qu'on fasse des propositions, il faut qu'on analyse, il faut qu'on critique les lois qui sont proposées, et il faut que nous, on fasse des propositions issues de notre expérience. Qui mieux qu'un expert comptable aujourd'hui pour faire des propositions sur les lois qui sortent? C'est aujourd'hui nous qui mettons en application, c'est nous qui conseillons les chefs d'entreprise, donc je pense que voilà, on est les mieux placés pour ça, et puis il faut qu'on aille faire savoir ce que nous sommes, qui nous sommes. Je pense que c'est très important en 2020 d'aller à la télé, d'aller dans la presse, d'aller à la radio, et de dire, voilà, et d'expliquer naturellement qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous apportons à nos clients. Merci beaucoup Lionel d'avoir précisé donc le cœur de métier finalement de l'expert comptable, qui est d'être donc au cœur de l'économie. On va passer la main peut-être à Hervé Forestier. Frédéric Giraud, on vous laisse faire. Bonsoir à tous. En ce qui me concerne, je suis un ancien président du conseil régional. Et vous voyez, comme il y a des gens qui progressent bien, puisque ce garçon à ma gauche, je lui ai fait prêter serment quand j'étais président. Donc vous voyez, il a fait plutôt un joli parcours. Et je suis actuellement élu au Conseil supérieur de l'ordre et membre du bureau du Conseil sup. Alors, juste pour vous présenter le Conseil sup, c'est une grosse maison. Le Conseil supérieur de l'ordre, c'est 170 salariés. C'est plus de 60 élus, ce sont les présidents de région qui siègent au niveau des sessions avec des élus du Conseil supérieur. Et puis cette maison elle est organisée avec un bureau qui est composé de 7 vice-présidents, qui chacun ayant en charge un secteur. Et puis il y a un trésorier et ensuite nous avons des assesseurs pour le bureau. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup de monde. Le Conseil sup, il est là pour promouvoir la profession, il est là pour la défendre et il est là également pour aider bien évidemment les confrères dans l'exercice de leur activité professionnelle. Et donc à travers différents dispositifs, alors nous avons bien sûr des outils. Les outils, ce sont notamment les clubs, vous les connaissez, club fiscal, club social, club gestion patrimoine aujourd'hui en région, club secteur public par exemple. Nous avons bien évidemment de la documentation, un centre de documentation que vous avez avec la bibliothèque. Et puis la capacité de récupérer cette documentation par BiblioOrdre, par exemple, et Bibliobase, qui sont des sites de téléchargement de la documentation. Et vous avez également dans les outils et dans l'information, bien évidemment, la SIC, qui vous est envoyée tous les mois, la SIC Newsletter, et donc un certain nombre d'informations à votre disposition. Autour du Conseil sup, nous avons également une structure qui s'appelle ECMA. ECMA, vous la connaissez aussi, parce que c'est elle qui gère le portail déclaratif de l'ordre. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce que pèse aujourd'hui ECMA, c'est 2 500 000 entreprises qui passent par ECMA. C'est 1 500 000 déclarations de TVA qui passent par ECMA tous les mois. Donc
c'est le plus gros portail déclaratif qui existe en France au niveau des déclarations fiscales et sociales. Le bureau est consulté et essaie d'assister le président. Le COMEX, c'est plutôt l'organe exécutoire, on va dire, des décisions du président. Et toutes les décisions sont ensuite validées en session. Donc session que nous avons eue notamment hier, qui aborde différents sujets qui sont régaliens, de gestion, de promotion. Donc hier, nous avions des sujets qui touchaient le patrimoine de la maison, puisque nous avons débattu sur la vente de l'immeuble que nous détenons à Paris, qui a fait l'objet d'une discussion plutôt animée. Donc on n'est pas tous d'accord sur le sujet. En tout cas, la décision a été prise et on pourra vous en parler éventuellement tout à l'heure. Donc voilà, brièvement dresser le fonctionnement du SUP. Le SUP, il n'est pas déconnecté des régions, puisque, comme je vous le disais, les 23 présidents de région siègent au Conseil supérieur. Et les commissions également que nous avons en région se trouvent également au national. Donc lorsqu'il y a ensuite une problématique qui se pose en région, elle monte au national pour décision. Et c'est ce que je vais demander à Hervé d'expliquer, puisqu'il siège notamment dans des commissions nationales, après les avoir gérées au niveau régional. Merci Frédéric en tout cas. Il y est. Voilà. Merci Frédéric. Donc, juste pour un petit rappel, pas pour dire que je suis un ancien, mais j'ai été donc élu au conseil régional 8 ans et j'ai précédé Sylvie donc, pendant 4 ans comme président de la commission administrative. Pendant cette période-là, j'ai été élu à la CAVEC et je suis à nouveau, grâce à mes pairs, élu à la CAVEC, donc notre caisse de retraite, et nous en parlerons un peu plus tout à l'heure. Même si pour vous c'est loin, mais c'est relativement proche pour vous apercevoir de quelque chose qui sera très loin, hein, très loin, même plus loin que ce qui est prévu là maintenant. Voilà. Le conseil sup, donc, dont je fais partie avec l'équipe qui est ici, hein, donc Lionel, donc, qui est comme président du conseil régional, Frédéric, donc, qui est moi-même, donc élu au conseil sup, je m'occupe en fait, d'un comité et deux commissions. On va éviter que ça grésille. Voilà, 2 commissions. Là. Pourquoi je parle spécifiquement de celle-ci? Parce qu'elle peut vous toucher et elle touche beaucoup. C'est en fait donc la commission du tableau. Je vais vous expliquer rapidement. La commission nationale de discipline. Je souhaite jamais vous voir. Et le comité national du tableau. Comité national du tableau. Donc c'est celui qui va gérer l'ensemble des normes de fonctionnement de notre profession relative au tableau, c'est-à-dire donc à l'inscription des confrères, des consoeurs, des sociétés, des holdings, des sociétés mixtes, de prix, de plus... Oui, allô, Marseille? Lui, il veut pas, donc on va continuer ici. Ouais, ça coupe un peu. Y compris les sociétés... Allô? Oui, vous m'entendez? Voilà, oui, est-ce que vous m'entendez? Voilà, oui, c'est pour... Il m'en fallait un plus gros. Donc, le comité, le comité national du tableau, donc je ne perdrai pas mon flegme, donc travaille sur la norme et sur l'ensemble des inscriptions et radiations, donc, et les normes que l'on doit mettre en place en fonction donc, des questions qui peuvent remonter donc, des conseils régionaux, voire des confrères qui peuvent écrire directement au comité du tableau sur des interrogations donc, qu'ils ont d'inscription. Mais ça régit aussi le stage donc, et les inscriptions des stagiaires. Bien, c'est un peu en fait tout ce qui va régir le tableau. Et il se peut qu'en province, donc ça conseil régional, il y ait des difficultés. Donc on va parler de la partie du tableau sur des inscriptions, des radiations, des difficultés de confrères qui peuvent avoir des difficultés civiles, pénales et qui peuvent se retrouver à un moment donné radiés. Comme, et on en a beaucoup, il peut y avoir des stagiaires experts comptables qui, de toute façon, on le sait, ils travaillent tous, beaucoup, énormément, et c'est fou, quoi. Ils ont du mal avec le rapport de stage, les mémoires, les choses. Et qu'est-ce qu'ils sont, je veux dire,
ils sont vraiment inventifs. Ils ont beaucoup d'idées sur les excuses, pourquoi ils n'y arrivent pas. Bien. Donc, souvent, le conseil régional a tendance à radier. Et il faut savoir, c'est que vous avez le droit, donc, de faire appel. Et l'appel se passe à Paris. À Paris, donc, va gérer les appels de toutes les radiations qui a pu être faites dans les conseils régionaux, et dont le récipiendaire va contester. La plupart, donc, des dossiers que nous avons, il y a avec nous un magistrat, et elle est composée, donc, de 4 membres, plus un magistrat, 4 élus, bien entendu, du conseil sup. Et cette commission, donc, va donner un avis qui ressemble donc à un avis de cour d'appel. Nous sommes en fait une cour d'appel au Conseil sup sur toutes les radiations, en particulier des stagiaires, c'est le plus gros volume, pour le non-respect donc en fait des dispositions et le fait qu'à un moment donné, eh bien, on va invalider leur stage. Comme ça a une importance capitale, ils montent en appel à Paris pour essayer d'obtenir mieux. C'est pas souvent le cas. Donc sachez que si un jour vous aviez une difficulté avec le tableau et que vous n'êtes pas d'accord sur la décision du conseil régional, qui à mon sens, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez peut-être pas été assez diligent, parce que le conseil régional de Marseille est quand même très ouvert pour discuter et trouver des solutions, mais imaginons que ça ne se passe pas bien, vous pouvez faire appel au conseil sup. Et sachez qu'après, la décision du conseil sup, elle n'est pas irrévocable, puisque, concernant le tableau, vous avez le droit après d'aller au tribunal administratif, qui est le dernier appel possible pour contester une décision. L'autre donc commission dont je fais partie, et qui elle est un peu plus épineuse, donc c'est la discipline. Malheureusement, il peut y avoir des problèmes de discipline. Alors souvent on se dit, oui non, la discipline, c'est pas moi, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien qu'est-ce qui peut se passer? Des fois, vous n'allez pas me le croire, mais il y a des stagiaires experts comptables qui un jour deviennent experts comptables, parce qu'avec tout le job qu'on a fait pour qu'ils le deviennent, quand même c'est la moindre des choses, qu'ils nous respectent et qu'ils deviennent experts comptables, c'est notre plus grande fierté. Mais certains ont tendance à partir avec quelques clients. C'est fou ça, hein, c'est fou ça. Et ils oublient en parler à leur maître de stage. Et ils se retrouvent donc en discipline. Voilà. Et des fois, ils ne sont pas contents de ce qui se passe en région. Et donc, on les retrouve à Paris. Et là, c'est un peu plus compliqué quand on se retrouve en discipline à Paris. Donc, il vaut mieux régler le problème en région. Parce que là, à Paris, il y a 6 membres. Et dans les 6 membres, il n'y a que 2 confrères élus du Conseil sup. Et les 4 autres, ce sont des magistrats et de la DGFiP. Autant dire, on n'a pas la majorité. Donc ça peut très mal se passer. Et le commissaire du gouvernement, lui, il a tendance à nous aimer beaucoup pour nous radier. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc c'est un combat assez difficile. La Chambre de discipline traite principalement des dossiers relatifs à des détournements de clientèle, mais aussi à des condamnations de confrères qui ont eu parfois des difficultés de vie avec leurs clients. Donc vos clients que vous aimez bien et qui vous payent tous les mois, pour ceux qui vous payent, parfois ont tendance, grâce à leur avocat, à nous emmener en discipline, voilà, pour asseoir leur dossier après civil et pénal. Et en fonction de ce qui peut se passer en civil et en pénal, ça revient en champ de discipline, et ça remonte sur Paris. Et là, ça se corse un peu. Donc, c'est un travail, je veux dire, ingrat, mais un travail qui a une incidence capitale pour vous, professionnels, parce que c'est votre vie qui est là-dedans. Voilà. Voilà à peu près de quoi on s'occupe aussi à Paris. Merci Hervé, en tout cas. Merci aux 4 intervenants. On peut les applaudir. Donc, on va passer tout de suite à la partie 2. Donc, Sphère Comptable, vous le savez, est au cœur de l'économie. Pour cette soirée, on vous a concocté plusieurs thèmes d'actualité qui seront présentés notamment par Lionel Canesi et Hervé Forestier. Je laisse la parole à Mariam. Alors, effectivement, donc, là, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a choisi de se concentrer sur les thèmes qui agitent la profession actuellement. Le premier, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, ça a fait beaucoup de bruit. On a tendance à le rattacher au commissariat aux comptes, c'est vrai, mais la loi Pacte a également impacté l'expertise comptable. Donc, Lionel, on aimerait avoir ton avis, savoir qu'est-ce que la loi Pacte a apporté à l'expertise comptable, quelles sont les nouvelles opportunités de mission, quel est le nouveau contour de la profession, tout simplement. Alors, sur ce que ça a apporté à la profession, ça va être rapide. Pour moi, rien du tout. Ça, au moins, c'est clair.
On a obtenu dans la loi Pacte quelques mesurettes qui étaient dans les tuyaux depuis très longtemps, mais quand on compare à la perte de 180 000 mandats, franchement, même si c'est sympa d'accueillir en notre sein les experts comptables en entreprise, ça ne va pas apporter un euro de chiffre d'affaires à la profession. Et puis il y a un danger dans la loi Pacte qui est même plus grand que la remontée des seuils, c'est ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle l'article 21 et l'article 23 de la loi Pacte, qui est la fin de la séparation d'audit et du conseil. C'est-à-dire la possibilité pour le commissaire aux comptes de faire du conseil sur les dossiers qu'il audite. Ça pour moi c'est un danger absolu pour notre profession. Il faut qu'on arrive à garder les fondamentaux, c'est-à-dire l'audit. Le commissaire aux comptes fait la partie audit légal et l'expert comptable garde la partie contractuelle. Je pense que si on sort de ce schéma, déjà nos clients vont avoir une perte de visibilité de qui fait quoi, une perte de confiance aussi, parce que l'indépendance du commissaire aux comptes c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui garantit sa signature. Et si demain un commissaire aux comptes fait par exemple 10 000 euros de chiffre d'affaires pour un client en audit, et qu'à côté il fait 100 000 euros de conseil sur ce même client, quelle est sa présomption d'indépendance? On voit bien qu'il y a un vrai souci. On voit ce qui se passe outre-Manche, par exemple, avec les Anglais, avec de véritables scandales financiers où les auditeurs n'ont pas regardé là où il fallait parce qu'ils ne voulaient pas perdre leurs honoraires de conseil. Et on a un mouvement inverse aujourd'hui en Angleterre avec le régulateur anglais qui veut scinder les grandes structures internationales en disant vous aurez d'un côté l'audit, de l'autre côté le conseil, avec une véritable frontière. Et nous, on fait le chemin inverse. Et je ne pense pas que les Anglais soit moins libéral que nous. Donc il y a un véritable souci à ce niveau-là. On est en lobbying sur ce niveau. J'ai rencontré moi le conseiller de Bruno Le Maire. J'ai eu une discussion assez hallucinante où il me dit en fait oui, vous avez raison, mais attendons les premiers scandales, on réagira à ce moment-là. Enfin, c'est juste surréaliste, quoi. Voilà. Donc voilà, pour moi la loi Pacte aujourd'hui, alors pas non plus qu'on soit pessimiste, hein. Il y a une partie qui est passée. Je pense qu'on a un champ de mission futur à venir, on a un savoir-faire pour les entreprises, mais encore faut-il que les règles soient claires et que notre client sache qui fait quoi. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que le plus important c'est le client. On tire notre légitimité de notre utilité au client. Si demain on est utile à notre client, on risque rien, même si le monopole saute. Si on rend de véritables services à notre client, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, sur notre capacité à être de plus en plus utile et incontournable auprès de notre client en faisant de la qualité. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait en parler très longtemps, mais on va passer de suite au deuxième thème d'actualité et je passe la main à Quentin. Deuxième thème, la retraite, hein, donc c'est vraiment au cœur de l'actualité. Alors le coronavirus l'a un peu évincé, on n'entend plus trop parler, mais c'est encore un thème d'actualité. On va voir ce que les instances, notamment, ont investi, ont donné du temps pour agir contre la retraite et le rôle des instances par rapport à ça aussi. Moi, je vais vous parler de ce que le conseil régional a fait, puis je laisserai mon ami Hervé, qui est élu à la CAVEC, donc qui est la caisse de retraite des experts comptables, vous faire un topo complémentaire. Moi, je trouve que cette loi, malheureusement, elle ne va pas dans le bon sens. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut une réforme des retraites. Je pense que c'est évident. On est parti en 1945, nos anciens, qui ont fait une réforme des retraites par répartition, avec pratiquement 4 actifs pour un retraité. Donc le système où je cotise pour ceux qui sont à la retraite quand je suis en activité, et ceux qui seront en activité quand je serai à la retraite paieront pour moi. En gros, c'est nos enfants qui payent nos retraites. C'est ça le système. Et quand on cotise pour avoir des droits à la retraite, mais ce n'est pas notre argent qui servira à nos retraites, mais ce sont les cotisations de nos enfants. C'est ça aujourd'hui le système par répartition. Donc ça revient en gros à transmettre des dettes à nos enfants si on n'équilibre pas les régimes. Et c'est le système qui existe depuis 1945, en gros, où nos anciens nous ont transmis génération après génération des dettes. Donc on avait devant nous ce qu'on appelle une réforme sociétale. On ne va pas faire une réforme des retraites toutes les 3 minutes. Et donc je pense qu'il aurait dû avoir une véritable concertation pour arriver à quelque chose, moi ce que j'appelle une réforme juste et équilibrée. Moi je trouve que cette réforme universelle jusqu'à 120 000 euros, elle contrevient en fait à la devise qui est sur tous les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. En fait, il n'y aura plus de liberté, on va être dans un régime unique. Moi j'aurais aimé une réforme qui fasse preuve d'égalité, c'est-à-dire avec une réforme jusqu'à un plafond, et pour tout le monde. Donc, quand je parle d'un plafond, par exemple, pour être simple, c'est 40 000 euros. Donc de 0 à 40 000 euros de revenus, il faut que l'ensemble des Français aient le même système de retraite.
Pourquoi aujourd'hui les petits rats de l'Opéra de Paris sont à part? Pourquoi tous ceux qui peuvent bloquer le pays sont à part? Et pourquoi on ne va garder dans le régime universel que ceux qui payent et qui se taisent, en fait? C'est pas acceptable. Donc il faudrait qu'il y ait jusqu'à 40 000 euros un régime le même pour tous, une véritable égalité. Après, il faut de la liberté, parce qu'un fonctionnaire, un salarié et un chef d'entreprise, ce ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes contraintes, les mêmes difficultés. Un salarié, quand il rentre en activité, du début d'activité jusqu'à la fin, en général, à part quand il y a des accidents de vie, il y a une carrière linéaire avec des progressions linéaires. Un chef d'entreprise, quand il lance son activité, il n'a pas de revenus. Donc il ne peut pas cotiser de façon élevée au début, il n'a pas de revenus. Par contre, il doit avoir la possibilité, plus tard, quand il aura développé son activité, de racheter des trimestres. Donc moi, je milite, et c'est là où je pense qu'il faut de la liberté, pour qu'au-delà de 40 000 euros, on garde des caisses de retraite autonomes par métier ou par secteur, avec au minimum pour moi 3, une des fonctionnaires, une des salariés et une des entrepreneurs. Si on peut aller plus loin, tant mieux. Et puis à l'intérieur de ces caisses de retraite autonomes, chacun gère son régime comme il veut. S'il y en a qui veulent partir à la retraite avec une reversion à 100% pour le conjoint, ils le font, mais ils se le payent. Ce n'est pas la collectivité de le faire. Donc c'est là où il faut qu'on fasse preuve de souplesse. Il ne faut pas qu'on mélange tout le monde. Enfin, aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre un fonctionnaire et un chef d'entreprise. Et on va tous être dans le même pot. Et puis après, il y a la fraternité. Aujourd'hui, cette loi, elle coupe la France en deux. Je suis né à partir du 1er janvier 1975, je rentre dans le nouveau régime. Je suis né avant, je ne suis pas dans le nouveau régime. C'est complètement fou. C'est quoi ce système? Soit le système, il est bon, et dans ce cas-là, on le met en place de suite, soit il n'est pas bon, et on ne le met pas en place. Donc on est en train de nous dire, on va le mettre en place, mais il commencera à porter ses fruits en 2060 ou 2070. Enfin, franchement. Puis moi, je vous le dis franchement, on est dans un pays où tout le monde aime une réforme qui ne touche pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour faire des réformes quand ça touche les autres. Je suis né en 1974, donc je ne suis pas concerné par la réforme des retraites. Et pourtant, je veux être concerné par la réforme des retraites. Donc c'est là où il faut vraiment qu'on fasse preuve de fraternité dans ce pays. Donc le Conseil régional a initié plusieurs actions. La première action, j'ai lancé un appel au boycott des comptes de campagne, c'est-à-dire j'ai demandé aux experts comptables de refuser la mission d'établissement des comptes de campagne. Pourquoi? Ceux qui aujourd'hui ne nous écoutent pas et qui bloquent le pays quelque part et qui l'ont amené là où on en est, ce sont les politiques. Quand on bloque les comptes de campagne, on bloque les politiques. Alors le but, c'est pas d'aller au bout de la démarche, parce que si on va au bout de la démarche, les conséquences, c'est inéligibilité des candidats et non remboursement des frais de campagne. On n'a pas le droit de prendre en otage la démocratie, on est d'accord. Donc le but, c'était d'initier un véritable dialogue. Je peux vous dire que quand on a lancé cette initiative, les coups de fil des politiques, je crois que j'en ai eu 15 dans la journée, dont la candidate à la mairie de Marseille, dans la foulée, presque 5 minutes après l'annonce, je l'avais au téléphone. Le président des régions de France, Renaud Muselier, François Barouin, le président de l'association des maires de France. Donc ça a marché. La presse, la télé, les journalistes, dans tous les sens. Donc ça permet de faire du bruit et d'expliquer, de dire pourquoi on est contre. Mais être contre pour être contre, ça n'a aucun sens. C'est être contre et faire des propositions. C'est ça le but de la démarche du Conseil régional. Parce que moi, je suis persuadé que notre démarche, il faut qu'elle aille dans le sens de faire des propositions pour faire avancer le collectif. Oui, alors vous voyez que le Conseil régional, lui, a fait beaucoup de choses et malheureusement, on ne peut peut-être pas en dire autant du Conseil sup. Alors, on ne va pas s'auto-flageller, mais vous savez que le Conseil sup, il y a une majorité qui a été élue et c'est elle qui prend les décisions. Donc même si on est partie prenante, on n'est malheureusement pas au pouvoir pour pouvoir agir de la même manière que nous pouvons le faire aujourd'hui dans le Conseil régional de Marseille. Il faut savoir qu'au départ, le Conseil sup n'a même pas été consulté. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement a dit on reçoit les syndicats, mais on ne reçoit pas l'institution. C'est quand même incroyable que l'ordre des experts comptables sur le plan national ne soit pas reçu, que ce soit que les syndicats nationaux qui soient reçus. Donc on a effectivement été reçus. Alors l'IFEC y est allé, ECF, puisque moi je fais partie du bureau de la fédération, donc on a été reçus. Donc on a été reçus très gentiment, mais en fait on nous reçoit, mais on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas. On essaye d'expliquer le fonctionnement, on demande des chiffres que nous n'avons pas. Aujourd'hui, nous n'avons aucune projection financière de quelles seront les conséquences de ce système-là. Pour vous donner des hypothèses qui ont été retenues, ils sont partis de l'idée, par exemple, qu'un jeune professionnel rentré en 2025 sortait en 2028 avec 40 000 euros de revenus du premier jour jusqu'à la fin. Et à 21 ans. J'ai dit, je veux bien, j'ai pas démarré à 40 000 euros ma carrière et j'espère la finir avec un peu plus de 40 000 euros en fin de carrière. Donc,
On n'est pas du tout dans ces schémas-là. Aucune donnée financière pour nous permettre de faire des projections, des calculs, qui nous ont d'ailleurs, nous, amenés à dire pourquoi ne pas saisir la Cour des comptes sur ces sujets-là pour dire, regardez, nous, on veut de la clarté, on veut pouvoir expliquer à nos confrères ce qui va se passer. Il faut savoir aujourd'hui, et Hervé va vous le donner plus en détail, que lorsqu'il y a eu la réforme du régime des retraites et l'abaissement à 60 ans, la CAVEC, qui est votre caisse de retraite, elle n'est pas passée à 60 ans. Elle est à 65 et 67 pour une deuxième partie que vous expliquera Hervé. Donc on est resté sur un système plutôt vertueux et avec une caisse qui est très bien gérée. Aujourd'hui, nous avons un système autonome et non pas un régime spécial. Donc ce régime autonome fait que nous avons effectivement des réserves. Il faut savoir quand même que la CAVEC reverse 900 millions par an au régime général, ce qui n'est pas une petite somme. Et nous avons 3 milliards à peu près de réserves. Environ. Oui. 1,8 milliard. Pas à jour. 1,8 milliard. Donc, on a une caisse qui est très bien gérée, et comme le disait Lionel, nous sommes tous conscients que le régime actuel ne peut pas être équilibré. On arrive plus tard dans la vie active, on vit plus longtemps, et tant mieux, et donc du coup, il manque un équilibre financier. Donc, la position qui était proposée avec un plafond pour pouvoir cotiser au régime général, et ensuite universel, et ensuite pouvoir se constituer une retraite, semblait quelque chose de normal. Les régimes spéciaux, non pas qu'il faut les bannir, les régimes spéciaux, juste les remettre à jour. Aujourd'hui, alors on cite souvent l'exemple de la SNCF, est-ce qu'un conducteur de TGV est dans la même situation qu'un conducteur de locomotive au charbon? Bien sûr que non. Mais il y a d'autres métiers aujourd'hui qui ont d'autres pénibilités. Il y a d'autres métiers aujourd'hui, vous le voyez dans vos clients, qui ont d'autres stress. Nous-mêmes, aujourd'hui, dans notre profession, nous n'exerçons pas de la même façon. Enfin, ça commence à faire quelques années aujourd'hui. Je suis issu d'une famille d'experts comptables. Ce que faisait mon père à l'époque, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Et c'est peut-être pas ce que feront mes enfants s'ils poursuivent dans cette profession demain. Sans vouloir vous faire peur, la dernière étude Amrock dit qu'un chef d'entreprise sur 5 fait un burn-out, et dans le top 3 des professions, eh bien on y est. Donc, c'est pas terrible ça non plus. Voilà, donc juste pour vous dire que l'action qui est faite au niveau régional, non, on ne va pas leur faire peur, on a encore là. Après, je passe la parole à l'ancien, puisque c'est M. Cavec. Mais non, sans vouloir en faire peur, on avait un vrai fondement pour défendre ce régime des retraites, dire que oui, il faut le réformer, on est tous d'accord. Il faut tous faire des efforts, on est tous d'accord. Mais pas comme c'est présenté aujourd'hui, et là on n'est pas entendu, et ça c'est pas normal. Hervé, un peu plus de détails sur la CAVEC. Très très rapidement, Hervé. Oui, très rapidement. Sur la CAVEC, je voulais plutôt vous parler de ce qu'était la CAVEC pour que vous sachiez, vous, jeunes diplômés, en fait, ce qu'est la CAVEC, parce que vous entendez de ce qu'est la réforme, mais qu'est-ce que c'est la CAVEC finalement? Je ne sais pas si vous le savez. Hein. La CAVEC, donc, gère le régime de base par délégation, puisque vous savez qu'en tant que professionnel, il y a un régime de base et un régime complémentaire. La CAVEC, donc, gère par délégation le régime de base, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait qu'une seule chose, elle encaisse et elle reverse directement à la CARSAT les cotisations du régime de base. D'ailleurs, ça n'apparaît même pas dans les comptes de la CAVEC, qui ne sont pas publiés pour certaines raisons, qui devraient l'être, mais qui ne le sont pas. Je vous dirai rapidement pourquoi après. Donc, la CAVEC ne gère que le régime de base par délégation. Et en fait, son vrai travail est sur le régime complémentaire. Et nos réserves sont sur le régime complémentaire, pas sur le régime de base. Hein, ça, il faut le savoir. Hein, donc, on est bien d'accord, régime de base, c'est la CARSAT, c'est le régime, on va dire, pourquoi pas universel. Nous, on travaille sur le régime complémentaire. Ce régime complémentaire, et vous, jeunes diplômés, vous trouvez qu'il est sûrement cher et vous trouvez que les cotisations sont chères. C'est peut-être vrai, rapidement, je vous dirai par la suite, avec la réforme de retraite, vous allez vous apercevoir qu'elles n'étaient pas si fortes que ça. Aujourd'hui, notre taux de rendement, il est à 8,76. Ça veut dire donc, je place 1 euro, j'ai 8,76% de taux de rendement. La réforme, vous verserez 1 euro, ils vous disent 5,5, ce ne sera pas 5,5, le taux technique exact, il est à 4,50. Donc aujourd'hui, vous verserez 1 euro, vous aurez 4,50. Aujourd'hui, vous versez 1 euro, vous avez 8,76. La retraite, elle est peut-être chère, vous avez 8,76 en retour. Aujourd'hui, la CAVEC, en retraite complémentaire, vous pouvez partir à 65 ans. C'est vrai que le régime universel vous dit, lui, 62 ans. Mais nous, on a fait 65 ans. On a fait 65 ans et on a 1,8 milliard de réserves.
Donc peut-être plus aujourd'hui en fait, hein, parce que depuis lundi et aujourd'hui, vu la bourse, je pense qu'on a dû se prendre une bulle. Hein. D'ailleurs, j'étais à la CAVEC lundi et on a nommé une commission express, puisque la CAVEC, ça gère les placements de la CAVEC, c'est régi par la loi. On a une commission spéciale, et là, il a fallu qu'on vote une commission ad hoc qui se réunit tous les jours pour changer les placements qu'il y a, puisque la bourse chute, et donc nos placements commencent à prendre un coup sérieux. Mais nous, on a toute la vie, donc ça remontera. Donc, la CAVEC a un taux de rendement. Lorsque vous partez à la retraite, aujourd'hui, en 11 ans, vous récupérez les sommes que vous avez eues. Avec la réforme des retraites, il faudra plus de 20 ans pour récupérer vos sommes. Pour la CAVEC encore, et là c'est plus pour l'organisation, hein, je tenais à repréciser, puis je reviendrai rapidement sur la réforme. Hein. Sur la CAVEC, beaucoup s'interrogent en se disant, bien finalement, puisque je suis aussi examinateur au DEC, et on se dit, bah, tiens, la moitié des personnes, des candidats au DEC et qui sont diplômés d'expertise comptable ne s'inscrivent pas. En réalité, les chiffres de la CAVEC disent 75% des professionnels de l'expertise comptable qui ont eu le diplôme sont inscrits à l'ordre. Le chiffre exact est 75%, pas 50%. Ça, il faut le savoir, c'est des chiffres officiels, de la CAVEC. Donc, il y a beaucoup de diplômés qui s'inscrivent en tant que professionnels. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a beaucoup de salariés, beaucoup plus de salariés à la CAVEC que d'indépendants. Mais on s'aperçoit en fonction de la tranche d'âge, c'est en début d'activité. Parce que certains pensaient que, et c'est vrai qu'à un moment donné ça a été le cas, que l'on montait en SASU, et que, comme j'étais en SASU, que je ne touchais pas de rémunération, eh bien je ne payais pas de cotisation à la CAVEC. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai, hein, vous en avez. Simplement, pas vu, pas pris, tant mieux pour vous. Pas vu, pas pris, parce que tout simplement, les fichiers ne sont pas reliés. Et puis parce que nous venons d'un historique assez lointain avec la CAVEC, c'est que nous étions dans le groupe Berry, on ne va pas faire tout ça, c'est long, c'est compliqué, on s'en fout royal, bref, c'était la zone totale. Maintenant, on est vachement organisé. On commence à demander les fichiers au conseil régional. Et bien entendu, pour les jeunes qui s'inscrivent, si vous êtes président de SASU et que vous n'avez pas de rémunération, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein, vous avez des cotisations forfaitaires à payer. Mais c'est pas grave, pour l'instant vous avez du 8,76, donc soyez contents. Hein. Donc on s'aperçoit qu'en début de carrière, on est beaucoup plus salarié, et en fin de carrière, on commence à passer en TNS. Hein, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, hein, vous le savez mieux que moi. Hein, voilà. Je voulais aussi rappeler juste une petite chose. Très rapide. Oui, je sais, très rapide, mais ils ont été bavards les autres. Hein. Je voulais rappeler juste parce que c'est important, c'est pour le paiement des cotisations pour certains confrères qui auraient tendance, et puisqu'il y a Lionel là, qui est ici, président du conseil régional, et comme il y a une session la semaine prochaine, je voulais donner donc une information parce que, en fait, il y en a qui ne payent pas les cotisations de la CAVEC. Hein. Il y a des spécialistes dans les dom-toms, mais bon, parce qu'il y a le soleil, il y a des requins, c'est pas facile d'envoyer un chèque quand il y a des requins dans l'eau, et comme ils les amènent à la nage, c'est compliqué. Voilà. Mais sachez une chose, et la CAVEC va faire une réunion avec les conseils régionaux et va rappeler l'article 125. L'article 125 des statuts de la CAVEC précise que si un confrère ne paye pas ses cotisations, la CAVEC peut écrire au conseil régional et lui demander la radiation. Et je précise ici parce que beaucoup de conseils régionaux, donc la CAVEC s'en est aperçu, ne votent pas la radiation du confrère qui ne paye pas ses cotisations. Eh bien, il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas, dans les statuts, c'est marqué, il n'y a pas de vote de la CAVEC, il n'y a pas de vote du conseil régional. Il n'y a pas de vote pour le radier. Le conseil régional doit radier d'office à partir du moment, selon l'article 125, à partir du moment où la CAVEC a informé qu'il ne payait pas ses cotisations. Donc il n'y a pas de discussion, même s'il y a aujourd'hui, il y a encore des conseils régionaux qui ne radient pas. Faites attention à vos cotisations, la CAVEC va faire une réunion en début d'année pour rappeler cette particularité au président des conseils régionaux. Et enfin, et j'en conclus donc, la CAVEC, juste pour parler c'est juste pour qu'ils sachent pourquoi, quand ils vont entendre à la télévision et à beaucoup d'endroits, que l'en fait, le ministre a dit, mais on ne va pas toucher à la CAVEC. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, la CAVEC, on ne va pas la toucher, vous existerez toujours. En fait, on va exister comme pour le régime de base, c'est-à-dire que le régime complémentaire, on ne gérera le régime complémentaire que par délégation. Le régime de la CAVEC et les milliards que nous avons, le 1,8 milliard, en fait, comment il va disparaître? C'est simple. Tous ceux qui sont nés en 1975, ça va correspondre à peu près entre 6 et 7 000 confrères, hein, sur les un peu plus 20 000 que nous avons. Donc ceux-là vont sortir de la CAVEC et vont payer au régime universel d'un seul coup.
tous ceux qui sont nés antérieurement cotiseront toujours au régime complémentaire à la CAVEC. La seule particularité, c'est que, comme l'a dit Lionel, c'est qu'on ne peut payer les retraites de nos aînés que si on a les cotisations des confrères. Et à partir du moment où vous perdez 7000 confrères qui ne cotiseront plus puisqu'ils seront au régime universel né en 1975, eh bien, il est évident que la CAVEC va plus avoir l'argent nécessaire pour reverser les pensions à ceux qui sont retraités puisqu'ils auront moins de cotisants. Vous l'avez compris? Et donc en fait le gouvernement dit mais on ne vous piquera pas les réserves. Non, il ne nous les piquera pas. En 8-10 ans, nos réserves seront totalement épongées puisque nos réserves serviront à compenser. Hein? Tout à fait. Mais pour ceux qui sont à la retraite, nos réserves vont servir qu'à une seule chose, à faire le delta et à faire la passation entre ce moment-là. Et après, quand il n'y aura plus d'argent, on verra bien ce qui se passera. Pardonne-moi, mais c'était juste, hein, voilà. Vous avez remarqué, hein, la retraite, c'est un sujet débat. Ça peut prendre beaucoup de temps, donc on va passer de suite à un autre thème brûlant de l'actualité. On avait prévu la formation, mais du coup, merci, on va pas le faire. On va passer tout de suite donc à INCO. Et puis là, Lionel, on n'a qu'une seule question. INCO, Quesaco. Alors, INCO, vous m'entendez souvent parler, ma marotte, c'est l'indépendance numérique de la profession. Depuis quelque temps, je fais le tour des incubateurs, je fais le tour de ce qui se passe dans tout la tech, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de startups qui essayent d'inventer notre métier de demain sans nous. Et ça, c'est juste inacceptable. Donc INCO est né de cette idée, en fait, de créer un incubateur accélérateur de la profession et de tout ce qui tourne autour de la profession, c'est-à-dire les métiers de l'expertise comptable et la gestion d'entreprise. En fait, le but, ça va être de détecter toutes ces startups qui gravitent ou qui ont un projet autour de nos métiers et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets pour que leurs projets soient en adéquation avec les besoins de la profession. Et une fois qu'on aura détecté ces startups, qu'on les aura accompagnées, ici on arrive avec des projets qui tiennent la route, ben le but, ça sera de rentrer au capital de ces structures pour continuer à évoluer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'outils pour la profession et malheureusement, on ne les a pas avec l'évolution naturelle ou certains les développent en dehors de la profession et demain vont être les concurrents de la profession. Donc, c'est pas possible. Et à côté d'INCO, j'étais tout à l'heure, c'est un petit scoop, hein, j'étais à midi, je déjeunais avec une société qui s'appelle Le Wagon à Marseille, qui est une société au niveau international, spécialiste dans tout ce qui est codage, etc. Et on va lancer la première formation de data scientist pour experts comptables dans notre région. Donc ça arrive au cours normalement d'ici fin juin, on va faire un 5 à 7 justement pour expliquer ce qu'on peut faire, quels sont les enjeux. Ça va déboucher au cours du mois d'octobre sur une première formation de 5 jours. Le b.a.-ba du codage, utiliser Python, utiliser Excel, utiliser le base SQL, comment être capable de mettre en place des tableaux de bord facilement. Et puis derrière, ça débouchera dans une troisième étape au début de l'année 2021 sur un bootcamp de 9 semaines, soit en formation continue pour ceux qui le peuvent, mais ce n'est pas forcément adapté pour notre profession, soit plutôt avec des stages de 2-3 jours par mois, justement pour apprendre pour ceux qui veulent à coder et à rentrer dans le dur. Voilà. Donc je pense que c'est important que nos métiers se positionnent sur ces stratégies-là. Donc c'est pour ça qu'INCO est né. Alors derrière, INCO a fait un petit frère qui est INEST à Paris, puisque entre le conseil régional de Marseille et le conseil régional de Paris, c'est pas comme en foot, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de concurrence, on est plutôt très proche avec Laurent Benoudiz, le président. Et donc voilà, on essaye d'avancer sur ces sujets qui pour moi sont l'avenir de la profession et je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Merci beaucoup. Je précise donc du coup qu'on pourrait tous revenir avec vos questions sur la formation au cours du cocktail après et qu'on pourra donc vous donner toutes les réponses et que Lionel sera à votre disposition. Merci à tous. Je pense qu'on peut encore les applaudir pour l'intervention.